Bienvenue dans la Vallée des Rois, au cœur des Pays de la Loire, focus sur l'Anjou. Une terre d'histoire parsemée de châteaux qui pourrait bien vous surprendre. Ce qui vous explique donc ce double C entrelacé au monogramme de Charles de Cossé qu'on retrouve partout dans le château. Donc ce n'est pas Chanel. Ce n'est ni Chanel. Le monogramme, c'est beaucoup plus ancien. C'est beaucoup plus ancien. La Loire à perte de vue, elle dessine le paysage de ce territoire aux contours proches du département du Maine-et-Loire. Ici, la faune est riche et singulière. Hop, je l'ai. Ça ressemblerait bien à ça? Ça ressemblerait bien à la mégère. Donc c'est une mégère. Dans le jardin de la France, le maraîchage est un savoir-faire ancestral. Et on ne badine pas avec le patrimoine culinaire qui regorge de spécialités étonnantes. Donc voilà, il est prêt, il est fini. C'est quand même, je dis toujours que c'est le dessert le plus rapide de l'Ouest. Mais l'Anjou, c'est aussi une terre de prestige. Bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue sur le site de l'École nationale d'équitation, donc au cadre noir de Saumur. Alors laissez-vous aller dans cette chevauchée fantastique, accompagnée de 4 ambassadeurs, férus d'histoire, passionnés de nature, toqués de cuisine ou curieuses touche à tout. Avec eux, nous partons à la découverte de la douceur angevine. Notre périple commence avec le géant du Val-de-Loire, le château de Brissac. Avec ses 7 étages, c'est le plus haut château de France. Nous allons le découvrir avec Étienne. Il sera notre guide à travers le patrimoine angevin. Il a rendez-vous avec le propriétaire des lieux. Bonjour Charles-André. Bien et toi? C'est toujours merveilleux d'arriver ici à Brissac. Le marquis de Brissac vit dans ce monument historique ouvert au public. Visitons. Allez, en avant. Allons-y. Une résidence exceptionnelle construite au XIe siècle qu'il a acquis en héritage. Et dans cette pièce, c'est l'histoire de ses aïeux qui est inscrite sur les murs. Quand on vient chez toi, on peut illustrer toutes les époques du château par les portraits de ta famille, notamment celui-ci. Voici René de Cossé. Je dirais qu'à ce personnage, on doit tout, puisque c'est lui qui fait l'acquisition de la terre de Brissac, de la terre et du château, le 26 mai 1502. Il y a donc un peu plus d'un demi-millénaire, un peu plus de 500 ans. Donc c'est l'ancêtre de tous ceux qui sont venus habiter ce château et dont nous descendons. Une généalogie dont les souvenirs et les anecdotes se mêlent à l'histoire avec un grand H. Alors, lorsqu'il contemple ces tableaux, le marquis est toujours un peu ému. Se dire que tous ces personnages qui sont un peu figés dans le temps sur leur tableau ou dans le marbre ont été, comme vous et moi, des gens qui ont vécu, qui ont connu des difficultés, des joies. Et ce qu'ils nous transmettent aujourd'hui, eh bien, ce sont ces pierres qui se sont imbibées d'histoire. Une histoire parsemée d'excentricités. Au 2e étage, par exemple, le marquis nous fait découvrir une salle extravagante. Nous sommes dans une pièce très surprenante, au 2e étage du château, la salle d'opéra de Brissac. Et on doit cette curiosité à cette femme, mon arrière-grand-mère, qui avait une passion dans la vie, le chant, la musique et le chant. Et pour satisfaire cette passion, elle a décidé, donc à la fin du 19e siècle, de créer pour elle cette salle d'opéra, pour elle et ses amis. Sur la scène, une robe qu'elle portait à l'époque où elle tenait les rôles principaux des pièces. Un peu mégalo peut-être l'arrière-grand-mère du marquis, mais elle était aussi une véritable soprano à la tessiture exceptionnellement haute, appréciée de certains connaisseurs. Massenet écrivait pour elle quand même. Voilà, des compositeurs, parce qu'elle partageait son temps entre Paris et Brissac, et elle connaissait évidemment tout le monde de la musique, notamment Jules Massenet, qui a composé pour elle des pièces qui ont été jouées ensuite par elle. C'est formidable. Mais le marquis a une autre rareté à nous faire découvrir. Dans le grand salon, la décoration intérieure exceptionnelle pourrait presque nous faire passer à côté de l'essentiel. Nous entrons dans le grand salon doré à cause de ce magnifique plafond à caisson du XVIIe siècle, aux chiffres, au monogramme de Charles de Cossé, premier duc de Brissac, ce qui vous explique donc ce double C entrelacé qu'on retrouve partout dans le château. Donc ce n'est pas Chanel. Ce n'est ni Chanel. Le monogramme, c'est beaucoup plus ancien et beaucoup plus plus prestigieux. Il n'existe que 3 plafonds de ce type en France, et les 2 autres sont à Versailles.
La visite se poursuit à l'extérieur, car le château est aussi entouré d'un parc de 70 hectares, bordé d'arbres centenaires. Sur les coteaux, la vigne y a toujours été présente, et aujourd'hui, la vendange vient tout juste de commencer. Bonjour. 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 Tu vas bien ? Ça va bien ? Hop là, on va dire bonjour à tout le monde. L'arrière-saison a été douce et la récolte s'annonce prometteuse. Mais sur les 28 hectares de vignobles que possède le domaine, ces quelques ceps sont finalement plutôt symboliques. Tu vois, Étienne, là, on commence la vendange de cette parcelle Oui. qui porte un nom très poétique. Il s'agit de la parcelle de vigne, la parcelle des 5 siècles. Pourquoi la parcelle des 5 siècles ? Eh bien parce que cette vigne a été plantée en 2002 pour commémorer les 500 ans, le demi-millénaire de présence familiale ici à Brissac. Voilà, on va voir qu'elle est On le dit très bon Et- cette année. absolument exquis. C'est du Chenin blanc qui est le cépage roi de tous les vins blancs du Val-de-Loire et qui va donner un vin du nom de la petite rivière qui coule au pied du château qui s'appelle l'Aubance, le coteau de l'Aubance. Appellation contrôlée. Appellation très contrôlée. Une manière de faire vivre l'histoire en restant au contact du terroir. Dans cette région où les kilomètres carrés de vignes se disputent la vedette avec les châteaux centenaires. C'est le fleuve des superlatifs, le plus long de France, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. Le dernier fleuve sauvage d'Europe, la Loire, abrite une nature exceptionnelle et préservée. C'est le terrain de jeu favori de Guillaume, notre expert faune et flore. Spécialiste des oiseaux, il vient de repérer un groupement de plusieurs espèces qui profitent des rayons du soleil, les pieds dans l'eau. Donc sur les grèves, on voit un certain nombre de mouettes qui sont mêlées aux aigrettes. L'aigrette, c'est un grand oiseau blanc avec des grandes plumes pendantes sous le jabot. Alors c'est un échassier, donc des très longues pattes. On voit aussi des cormorans qui se sèchent les plumes en écartant les ailes, en W. Ça, c'est un peu caractéristique du cormoran. La Loire est une escale migratoire pour des dizaines d'espèces de volatiles. En bord de Loire, on a déjà plein de niches écologiques différentes. Là, on est sur les grèves, donc il y a des oiseaux qui ne vont vivre essentiellement qu'ici. Il y en a qui vont être dans les haies de bordure de rivières, d'autres dans les prairies humides, etc. D'autres carrément liés à l'eau. À quelques kilomètres de là, le brouillard est tombé et le fleuve offre un nouveau visage. Les oiseaux ont disparu, mais il reste les traces d'une autre espèce emblématique. Bon, bah là, il y a un gros tronc qui est coupé, taillé un peu par du castor. Le castor, un rongeur qui laisse des marques très facilement identifiables pour le connaisseur. Donc là, on voit bien que la branche a été taillée en taille-crayon, on appelle ça comme ça, en pointe. Et on voit les doubles traces dedans. Alors c'est plus net sur du bois plus frais, plus récent. On voit bien ici les doubles traces, puisque effectivement le castor devant a 2 incisives qui lui servent à tailler le bois. Donc ça, on est sur une zone d'alimentation du castor. Au bord de l'extinction au siècle dernier, le castor regagne petit à petit son territoire grâce à un programme de réintroduction. Lorsque la Loire baisse, à partir de l'été, elle découvre des bancs de sable parsemés de tapis de fleurs. Certaines sont très rares et ne poussent que dans des conditions tropicales. L'été ici, les sables sont très chauds. On dit souvent que ça peut dépasser les 50 degrés. En plus, on a la proximité donc, de l'eau. Et donc, effectivement, on a l'idéal pour que toutes ces petites plantes se développent dans ces conditions-là. Il y a des espèces qu'on ne trouve, par exemple dans le département, qu'à cet endroit-là. Des plantes pas plus hautes qu'une phalange, comme le petit souchet, le kénopode ou la corégiole des rives. Mais ces espèces font désormais face à une menace. Alors, là, on arrive dans un herbier de Jussy. Belle, mais envahissante, cette fleur jaune vient d'Amérique du Sud. Elle est arrivée dans les années 90 dans la vallée de la Loire et depuis, elle a pris racine. Ces espèces-là sont des invasives, c'est-à-dire qu'elles colonisent tout le milieu naturel et elles prennent souvent toute la place, en détruisant les niches écologiques pour les espèces indigènes. Il est trop tard pour éradiquer la Jussie aujourd'hui. Reste à essayer de limiter son expansion et éviter d'autres invasions. L'écosystème de la Loire est un équilibre fragile à protéger. Pour la suite de notre visite, c'est Petra qui va nous servir de guide. Allemande d'origine, mais angevine d'adoption, elle nous emmène à Saumur pour découvrir sa prestigieuse école nationale d'équitation. C'est ici que s'entraînent les écuyers du Cadre Noir, ces cavaliers d'élite.
Dirigé par un colonel, l'écuyer en chef, le voici qui arrive à pas feutrés. Bonjour monsieur. Bonjour, bienvenue sur le site de l'École nationale d'équitation, donc au Cadre Noir de Saumur. Votre cheval a une drôle d'allure. Alors ce cheval, c'est une jument, elle s'appelle Rendez-vous, et c'est la jument de tête du Cadre Noir. Et donc quand elle entre en piste, que ce soit en France ou à l'étranger, elle caractérise le Cadre Noir en rentrant un peu comme une danseuse ou un peu comme un chat qui marcherait sur une gouttière. Mais avant de pouvoir faire des courbettes et des cabrioles, il y a de nombreuses étapes à passer. Est-ce que c'est très difficile de rentrer dans l'équipe des écuyers du Cadre Noir? Qu'est-ce qu'il faut faire comme... Oui, ça reste quand même très difficile puisqu'il faut d'abord un brevet d'état d'éducateur sportif 2e degré, il faut 2 années d'expérience professionnelle, avoir dirigé un établissement privé, il faut avoir des résultats en compétition nationale dans une des 3 disciplines olympiques, complet, dressage ou saut d'obstacle. Vous l'aurez compris, intégrer le Cadre Noir, c'est faire partie de l'élite de l'équitation française. Mais les stars de l'institution, ce sont bien les chevaux. Alors en coulisses, chaque geste compte et ils sont nombreux à œuvrer pour leur bien-être. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Moi, mon travail ici consiste à faire tous les soins aux chevaux. On appelle ceci palefrenier soigneur. C'est préparation du cheval pour le cavalier et les soins avant et après, tout ce qui est petit bobo. On connaît le cheval au quotidien et du coup, on est capable de dire si oui, ça va très bien, si là, il y a un petit souci. En tout, 60 soigneurs bichonnent chaque jour les 330 chevaux de l'école. Un travail qui se fait main dans la main avec Marc-André et les cavaliers. Le but final, c'est qu'il y a une team qui se construise. Moi, je vois Marc-André, quand il arrive, il me dit « ça va les chevaux ». Si je dis non, lui, il me paraît... Voilà, en fonction de ce que je lui dis, il adapte le travail ou pas. Et c'est ça qui se construit. C'est une équipe entre le cheval, vous et l'écuyer, en fait, la personne qui monte, qui fait cet ensemble et que tout se passe bien. En fait. Exactement. Ouais, okay. Toutes les 6 semaines, les chevaux ont rendez-vous avec le maréchal Ferrand. Présentation avec Serge, qui travaille ici depuis 20 ans. Moi, c'est Petra. Bonjour, enchanté. Aujourd'hui, c'est le tour de Connors. Première étape, il faut parer le jeune trotteur, c'est-à-dire couper l'excédent de cornes. Le sabot pousse comme nos cheveux et nos ongles à environ 1 cm par mois. Couper, limer, râper, des gestes ancestraux qui se perpétuent. Et Connors a l'air d'apprécier. Donc ça, c'est la manicure en fait, ou oui, pédicure voilà. plutôt. Ouais. D'accord. Alors une fois le pied remis en forme, il est temps de s'attaquer à la chaussure, le fer. Pour le travailler, Serge le dépose directement dans les flammes. Et ça met combien de temps pour les chauffer? Je sais pas, 1 minute ou 2 fois. Ah oui, c'est tout. Une fois rouge cerise, il atteint 550 degrés. Reste à le déformer à grands coups de marteau pour obtenir la forme exacte du sabot, de mémoire. C'est une des parties les plus difficiles à réaliser parce que bon, c'est hyper précis. Et dans un nuage de fumée, Serge dépose le soulier sur mesure. La scène est impressionnante, mais sans douleur pour Connors. Et vous faites combien de chevaux par jour, hein? Bon, il faut environ 1 heure, 1 heure et demie par cheval. D'accord. Quand tout va bien, on peut faire jusqu'à 5-6 chevaux, quoi. Pour Connors en tout cas, la séance est terminée. Prochain rendez-vous dans 6 semaines. Oui. Ok. Merci Serge. Au revoir. Au revoir. Qui dit cavalier d'exception, dit aussi celle de prestige. Coucou, il y a quelqu'un? Bonjour. Je viens voir votre beau travail. Je vous en prie, entrez. Merci. Dans cet atelier, Jean-Luc fabrique des pièces uniques, dans la plus pure tradition française, qu'il vend ensuite dans le monde entier. Et faire une selle, ça prend combien de temps? Toute cousue main, préparée à la main, coupée à la main. Il faut compter une bonne semaine, oui. Ah oui. Mais la spécialité de Jean-Luc, c'est le repoussage. Comprenez, la sculpture sur cuir. Une technique qui vient des États-Unis et qu'il est l'un des rares en France à maîtriser. D'abord, on fait le dessin sur une feuille. Ouais. Ensuite, on le reproduit sur la partie qu'on a repoussée, ici, le quartier. Et ensuite, partout où il y a les tracés de crayon, on fend le cuir. Au lieu de le dessiner, on le fend. Et ensuite, avec des petits matoirs, on fait ressortir tous les motifs.
Le résultat est impressionnant. On appelle cela le style western. Comme quoi, à l'ouest de la France, l'Anjou a aussi un petit quelque chose de Wild West. Merci Jean-Luc pour toutes ces infos. Bon courage. Et merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuation. Merci. Retour sur la terre ferme. Nous avons rendez-vous avec Michael, notre guide culinaire. Salut Jean-Michael. Comment tu vas? Bienvenue et toi, ça va? Ça va, ouais. Bon, parfait. Aujourd'hui, il vient rendre visite à un des fournisseurs de son restaurant étoilé, Didier. Donc ça c'est plus pour les desserts sucrés. Ouais, on a le sucre. Sous ses airs de fleuriste en herbe, il est en fait maraîcher. Chez lui, les pensées se dégustent en salade et même les fleurs de balconnière deviennent des ingrédients gastronomiques. Là on est devant les géraniums. Donc toi c'est les fleurs qui sont bien épanouies aujourd'hui, bien belles. Ouais. Voilà. Ouais, c'est des fleurs comestibles. Hein. Voilà, c'est de la fleur comestible. Voilà, tu peux manger sans problème. Voilà, il n'y a pas de traitement. J'en mets sur mes plats, mes salades. Voilà. Que ce soit des fleurs comestibles ou des carottes, les deux compères cultivent une passion commune, l'amour des bons produits. Exotiques, anciens ou miniatures, Didier redonne aux fruits et légumes leur lettre de noblesse. Donc là, tu as de la blanche, toi? Même les plus grands chefs ne s'y sont pas trompés. Le producteur fournit Joël Robuchon ou encore Alain Ducasse. Ils viennent chercher, comme Michael, des variétés presque disparues, qui subliment les assiettes des grandes tables. Didier, voilà, il sème différentes carottes. Donc il y a des jaunes, des blanches, des violettes, des oranges. Voilà, il y a différentes couleurs, ce qui est joli voilà, dans une assiette. Une fois qu'on a coupé la fan comme ça, voilà, avec un plat. C'est beau, dans une mini carotte comme ça dans une assiette, ou une mini fenouil, ou mini navet, ou voilà, la betterave aussi, la betterave. Ouais. Des pièces uniques, loin des produits standardisés des grandes surfaces. Le secret du jardinier, beaucoup d'attention, pas d'intrants chimiques et le respect du rythme des saisons. Didier maintient fièrement un savoir-faire traditionnel. La vallée de la Loire est réputée quand même pour son terroir, son climat. C'était les jardins de la France avant, on appelait ça les jardins de la France, du temps des rois. Ouais. Il y a beaucoup de... on est dans le pays des maraîchers. Hein, le pays des maraîchers, de la graine, de la semence. Dans les champs de Didier, on ne trouve pas que des produits nobles. Il y a aussi des plantes qui d'ordinaire n'ont rien à y faire, des mauvaises herbes. Et à y regarder de plus près, on peut même tomber nez à nez avec une chenille. Le maraîcher refuse de parler de culture biologique, mais sa philosophie n'en est pas très éloignée. Être respectueux de la terre déjà, respecter les hérissons, ne pas les écraser. Il faut quand même préserver nos prédateurs, le pollinisateur, les oiseaux, les papillons, un peu tout quoi. Le but il est là quoi, c'est d'avoir un équilibre. Il est peut-être là le secret de ce maraîcher d'exception. En tout cas, pour le chef, la visite a été fructueuse. Il repart avec un bouquet souvenir. Et donc tout ça pour monsieur Michael du Gambetta. Voilà, magnifique. Toi, c'est presque épluché, t'as déjà gagné ça quoi. Putain, c'est beau. Hein? Tu me l'as tranché, j'ai plus qu'à mettre. Ouais. J'ai plus qu'à la mettre dans l'assiette ce soir. Voilà. Bon après, je vais quand même pas acheter la cuisine non plus. Ça, c'est ma partie. Ça. Ah oui, d'accord. Et pendant que Michael regagne ses fourneaux, nous mettons le cap sur Angers, la capitale de l'Anjou. Des toits bleu ardoise et une pierre laiteuse, le tuffeau, qui lui vaut le surnom de Cité Blanche. Une ville où les façades haussmanniennes côtoient les colombages moyenâgeux. Et c'est dans ces rues que nous retrouvons Étienne, notre passionné du patrimoine qui nous emmène découvrir au cœur de la ville le château des Ducs d'Anjou. Rendez-vous avec l'administrateur du domaine. Bonjour Patricia. C'est elle qui va nous guider à travers le bastion. Découvrons ce beau château. Ce beau château est en fait un véritable colosse qui comprend une chapelle, un logis royal, un châtelet, plusieurs jardins et puis ces tours massives, typiques. Les deux amis décident de commencer par profiter de la vue de la plus haute d'entre elles. C'est comme la plus belle vue d'Angers, l'une des plus belles. La vue est impressionnante, oui, mais la position était avant tout stratégique pour celui qui a lancé sa construction à l'époque. On peut voir la formidable forteresse construite par Saint-Louis à partir de 1230. C'est la plus grande forteresse que Saint-Louis a voulu construire dans son royaume. Elle fait 17 tours
Et la surface est de 2,5 hectares, c'est ça? À peu près ça. Il a eu plusieurs vies, ce château. Résidence seigneuriale pour les ducs d'Anjou, prison, garnison et même dépôt de munitions. Autant de facettes que de générations. Et pour celle qui le dirige aujourd'hui, il est loin d'avoir dit son dernier mot. Je suis toujours très impressionnée par ce château qui est richissime en art, en architecture, mais qui est un château qui vit du fait des jardins, des espaces verts. Nous hébergeons des animaux, des plantes, des insectes. Voilà, c'est un monument qui n'est pas figé dans le temps, mais qui palpite de vie. Qu'on se le dise, la place forte n'est pas morte. Ces mystères continuent à fasciner ceux qui la côtoient et l'étudient. Il y a 2 ans, après expertise, l'une des portes d'entrée du château s'est révélée être une pièce unique en France. Alors voici la fameuse herse de la porte des Champs d'Angers. Voilà, qui est la plus ancienne datée de France. Donc elle date de la fin du XIVe siècle. Alors aujourd'hui, il manque quand même un peu le pont-levis, il manque le pont dormant, il manque quelque chose, mais c'est assez facile comme d'ici d'imaginer ce qu'il en était. Oui, tout à fait. Mais le véritable chef-d'œuvre du château est ailleurs. Dans une galerie qui lui est entièrement dédiée, la tenture de l'Apocalypse. Une tapisserie qui représente les visions prophétiques de Saint Jean jusqu'au jugement dernier. Une œuvre monumentale qui s'étale sur 120 mètres de long et 6 mètres de haut. C'est la plus grande tenture du monde, je pense qu'on peut le dire. Tout à fait. Et aujourd'hui, évidemment, et à l'origine encore plus, puisque un tiers, au fil des siècles, a disparu. Voilà. Puisque malheureusement, au XVIIIe siècle, les chanoines n'aimaient plus cette tenture. Ils ont essayé de la vendre, ils n'ont pas réussi. Alors ils l'ont découpée en morceaux, ils s'en sont servis pour des tâches complètement indignes d'une telle tapisserie. Protéger les animaux du froid ou protéger le sol de la peinture, bref. Et ce n'est qu'au XIXe siècle qu'on a récupéré petit à petit toutes les pièces qui étaient éparses dans diverses parties du palais épiscopal et d'autres lieux. À la manière d'une bande dessinée, elle illustre le livre des révélations. Un univers terrifiant, peuplé de chevaliers, de flammes, de monstres à 7 têtes. Mais il y a aussi des détails plus bucoliques. Il y a des aspects tout à fait ludiques. Et on imagine que les artistes se sont amusés. Il y a des insectes avec des ailes marquées du fleur de lys. Il y a un petit lapin qui rentre dans sa tanière-là. Et plus loin, on va le voir sortir. Pour nous aussi, il est temps de retrouver la lumière du jour. En route pour les bords de Loire. À l'autre bout du département, dans les falaises de tuffeau qui bordent le fleuve, des habitats troglodytes. À l'intérieur, on y fait parfois de drôles de rencontres. C'est ce que nous allons découvrir avec notre amateur de nature, Guillaume. Il a rendez-vous avec l'heureuse propriétaire d'un de ces morceaux de roche. Bonjour Laurence. Bonjour Guillaume. Ça va? Ça va? T'as vu, t'as mis un petit gilet, hein? Oui, il fait plus frais de ce côté-ci de la Loire. De ce côté-là du coteau, oui, toujours. Hein. Voilà. On peut aller voir la production alors? Oui, on y va. Hein. Allez. Après un doctorat en génétique des champignons, Laurence a lancé une drôle de culture. Voilà. Alors, oui. Voilà le champignon qu'on cultive ici. Hein. C'est un champignon qui est très beau, qui est très massif. Il est blond du chapeau. Et puis le pied est blanc, bien charnu. Voilà. Bien régulier et bien coloré. Ouais. Le champignon de Paris. Il bénéficie ici des conditions idéales, obscurité, humidité et température quasi constante. En France, on en produit 200 000 tonnes. Et surprise, cela provient à 60% du Maine-et-Loire et non de la capitale. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi on cultive du champignon de Paris ici alors? Oui. Parce qu'on n'est pas à Paris. Oui, mais c'est pour ça qu'ici, on préfère l'appeler le champignon de Parisis. Voilà. Alors, c'est tout simple. C'est parce qu'il y a une centaine d'années, il se cultivait effectivement à Paris. Et les galeries du côté de Paris, elles se sont mises à être occupées par le métro. Ah bah oui. Eh bien oui. Donc, le métro a détrôné le champignon de Paris. Donc, il a fallu délocaliser. Et comme ici, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait le cadre noir. Hein. Et oui, car le meilleur terreau du champignon de Paris, c'est le crottin de cheval. L'idéal pour développer le mycélium, l'équivalent des graines ou des racines pour le champignon. Ce mycélium, tu vois, il transforme ce fumier. Et après, il y aura un deuxième temps de culture qui sera ce qu'on appelle, dans notre jargon, la mise à fruit. Oui. Parce qu'en fait, le champignon que l'on consomme, c'est un fruit.
Mais Laurence ne cultive pas que des champignons de Paris. Elle a aussi des espèces plus colorées. Comment tu l'appelles celui-là? Le pleurote bouton d'or, c'est le Pleurotus citrinopileatus. Citrino, citron, jaune, pileatus, voilà. c'est le pied. D'accord. Il existe une 50aine de variétés de pleurotes dans le monde. Celui-ci pousse à l'origine dans les zones froides de la Chine et de la Russie. Puisque c'est un champignon qui, dans la nature, pousse sur des arbres, eh bien, qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Non pas du fumier de cheval, Mais du morceau d'arbre alors? un peu du morceau d'arbre, en fait de la paille, ou de la sciure. Pour moi, c'est important de les cultiver comme s'ils étaient dans la nature, de leur redonner les mêmes conditions. Et ça pousse mieux alors? Oui, oui, ça pousse mieux, et ça sent meilleur, et puis on sent qu'ils sont heureux. Et quand le champignon est heureux, la champignoniste, elle est heureuse aussi. Voilà. Le bonheur est donc aussi dans les troglodytes. Mais assez discuté, place aux travaux pratiques. Tu me montres comment tu récoltes alors du coup? Ah ben non seulement je te montre, mais j'ai besoin de toi. Ok. Mais tu vas voir, c'est super agréable à faire. Alors voilà comment je fais. Bon, tu vois, celle-là, je regarde, mais elle est dure à venir. Donc je vais la laisser jusqu'à demain. Celle-là, je vois que celle-là, tu entends? Oui, ça va. Là, voilà, ce qui est important pour moi, c'est que ça puisse partir avec. Bon, ben vas-y. Celle-là m'a l'air quand même pas mal. Ouais. Alors évidemment, il faut oser. Voilà, il faut y aller. Voilà. Je crois que c'est le bon bruit. Eh bien, c'est le bon bruit. Bon, ben Guillaume, ça y est, tu vas pouvoir venir me donner de temps en temps des coups de main. Je suis embauché. Et pour terminer sa période d'essai, direction l'AMAP, une association de consommateurs qui s'engage chaque semaine à acheter une partie de sa production. À quelques kilomètres de là, 80 familles l'attendent déjà. Merci. Et sans ça, sans le... Ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon. Le circuit court, le respect des traditions et surtout des produits de qualité, c'est tout cela que l'on retrouve sur la place de ce village. Un petit chouïa de pleurote jaune. Ça, il peut se goûter cru, celui-là. C'est ça qui est sympa. Sur une petite salade de tomates, c'est bien. Et même si les champignons de Laurence sont parfois un peu surprenants, ils ont toujours le même succès. Allez, à la prochaine. Ouais. Continuons notre visite gustative. Mickaël, notre chef, est affairé dans sa cuisine. Mais il nous envoie chez Sophie pour découvrir le crémé d'Anjou. Le crémé, c'est un des plus vieux desserts de France, qui a quasiment complètement disparu. Créé au début du XVIIIe siècle, mais tombé dans l'oubli, il aurait pu rester dans les archives de la région. C'était sans compter la volonté de cette gastronome parisienne qui l'a remis au goût du jour. Donc pour faire le crémé, il nous faut un moule. On va en prendre un qui se voit bien, tiens, l'orange. Ces moules sont fabriqués dans la région. Leur fond est troué, comme pour la faisselle. Ils vont servir de référence pour la recette. Pour un moule, il nous faut un blanc d'œuf. Un blanc d'œuf, ça pèse 30 grammes à peu près. Quand on fait une préparation salée, on met un petit peu de sel. Mais quand on fait une préparation sucrée, on va mettre quelques gouttes de citron. Ça va permettre d'avoir des blancs très très fermes. Sophie a choisi la version sucrée du crémet. Première étape, les blancs sont battus et montés en neige. Voilà. Alors, on a ce qu'on appelle le petit bec. Ça fait des petits becs sur le fouet. Donc là, on est arrivé à ce qu'il faut pour nos œufs. Sophie réserve ensuite les blancs d'œufs, le temps de préparer l'ingrédient phare de la recette. Maintenant, on va s'occuper de la crème et on met donc le double du poids des blancs en crème. Oh, la bonne crème de la ferme, alors là, ça c'est génial. Voilà. Oh, j'en ai un petit peu trop. Bon, allez, on va pas chipoter, Notre marmiton y ajoute un peu de sucre liquide, seulement 5 grammes par portion. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Le crémé, c'est quand même une technique. C'est un mot du vocabulaire de la cuisine qui a disparu. Mais ça veut dire fouetter la crème jusqu'à la limite du beurre. Sophie bat donc la précieuse crème pendant plusieurs minutes, en surveillant régulièrement pour ne pas aller au-delà du fameux stade du crémet. Là, vous voyez, je suis au stade de la chantilly, presque, pas encore. Allez, pas encore. On continue. 2 minutes plus tard, la crème commence à jaunir et à se solidifier. Alors, on voit que ça fait des petits granulés. La surface n'est plus lisse du tout. Et alors, moi qui ai le nez dessus, je peux vous dire que ça sent super bon. Reste à incorporer délicatement les blancs d'œufs avec cette crème.
et à déposer le mélange dans les moules. Entre les deux, Sophie place de la gaze pour faciliter le démoulage. Donc voilà, il est prêt, il est fini. C'est quand même, je dis toujours que c'est le dessert le plus rapide de l'Ouest. Sophie le place ensuite au réfrigérateur au moins 24 heures. Mais il peut rester jusqu'à 3 jours, le temps de le laisser s'égoutter. Voilà. Cette recette a plus de 300 ans. Elle a connu son heure de gloire dans les années 20 et à l'époque, on l'achetait à des vendeurs ambulants. À Angers, il y avait encore des triporteurs qui se promenaient dans les rues avec une petite clochette et qui criaient « Crémé, crémé, crémé frais » en sonnant la cloche. Et les gens descendaient dans la rue avec leur assiette et on leur démoulait les crémés dans les assiettes. Une fois dans les assiettes, le crémé s'accommode selon les goûts, sucré ou salé. Sophie aime le revisiter à sa sauce. Et le crémé, il se marie très très bien avec les fruits rouges. Et donc là, on a une confiture de cerises, mais en salé, ça a vraiment son petit succès. C'est vrai que avec des herbes, ou alors avec des épices, avec du curry par exemple, ou alors juste des petites graines de sésame, juste un peu torréfiées, ou du fenouil, ou du cumin, et on va le démouler au milieu d'un potage, par exemple un potage potimarron ou un potage à la carotte. Et alors on a son petit crémé au milieu et le potage autour, et puis ça change juste de la petite cuillère de crème fraîche. Et contrairement aux apparences, le crémé lui-même est plutôt léger. Ça paraît gros, un crémé. Eh bien, quand on le démoule, il ne pèse à peu près que 70 à 80 grammes. C'est rien du tout quand on pense qu'un yaourt, c'est 120 grammes. Donc nous l'avons fait analyser par une diététicienne, et au final, ça reste quand même moins gras et moins sucré qu'un yaourt. Donc voilà, il ne faut pas s'en priver. C'est en périphérie de Saumur que nous retrouvons Petra, notre guide touche-à-tout. Aujourd'hui, elle va tester un loisir. Ou peut-être est-ce un sport. Bonjour Philippe. Petra. Je suis bien à la Cure ici. Bienvenue à la société La Cure. La Cure, c'est une société de jeux de boules de fort. Ça ne vous dit peut-être rien, mais en Anjou, c'est une institution. Un cousin de la pétanque qui se joue sur un terrain un peu étonnant. C'est une piste, entre guillemets, qui a une particularité très prononcée, qui est celle d'être incurvé. Le jeu est en courbe comme ça. Les règles sont simples. Comme à la pétanque, il faut approcher le plus près possible ces deux boules du cochonnet, qu'on appelle ici le boulot ou le maître. Allez, on va y aller. Jouer. Et sur ce terrain, pas tout à fait plat, on utilise des boules pas tout à fait rondes. Elle est déséquilibrée, plus lourde d'un côté que de l'autre. Donc c'est ça la boule. C'est ça la boule. Okay. Donc elle a un côté fort, un peu plus renflé, et à l'intérieur, il y a la vis qui permet le réglage. D'accord. Et comment vous voyez que le fort est là et pas là? Parce que vous voyez, regardez, la boule, elle est un peu plus galbée d'un côté que de l'autre. Voilà. Le jeu de boules ne date pas d'hier. On y jouait déjà en 1660. Depuis, il a fait boule de neige. Dans le Maine-et-Loire, il serait 50 000 à rouler pour la boule. Mais trêve de jeu de mots, place au jeu, au vrai. Montrez-moi comment vous allez contourner les trois boules là. Bon, je vais essayer. Donc, moi, je joue toujours un genou à terre. Et on espère toujours. Donc, ce que j'espère, c'est qu'elle va remonter, passer en dessous et ensuite remonter pour passer entre les deux boules. Les deux, là. Voilà. Mais... Elle n'a pas fait le dernier virage, alors. J'ai fait un petit peu manque de charge. Mais bon, elle fait partie du jeu et je ne suis pas mécontent. Non, d'accord. Voilà. Okay. Philippe a déjà bien roulé sa bosse. Il joue depuis près de 15 ans. Pour Petra, par contre, c'est le premier essai. Allez. Celle-là, elle est... Elle est un peu trop... Non, non. Démonstration de ce que l'on appelle la chance du débutant. C'est-à-dire que là, l'équipe qui veut reprendre le point, eh bien, ou il faut qu'elle soit très très forte, ou alors il faut qu'elle tire. Mais Petra va maintenant se mesurer à un véritable professionnel. On le reconnaît à deux détails qui ne trompent pas. Ses charentaises et son lancer, ou plutôt son déposé. C'est Jean-Luc qui finit de former notre apprenti bouliste. Donc là, il faut pratiquement une votre boule à tombe de la main. Alors ça, on appelle ça une boule de vendange. Quand vous abusez du raisin, de temps en temps, vous avez des allures un peu comme ça. D'accord. Et puis la qualité indispensable que Petra possède déjà,
c'est un brin de mauvaise foi. Bah, elle est pas mauvaise, hein. Elle s'arrête juste là, à 20 cm. Il l'a freiné. Elle est magnifique. Bilan, Petra s'en tire sans déshonneur, avec la fierté d'avoir pu se frotter au fameux homme aux pantoufles. On la retrouve dans toutes les villes, sur tous les toits. L'ardoise, la pierre aux reflets bleus reconnue pour sa résistance. L'Anjou a longtemps été le premier site de production français de cet or bleu. Alors, sur les conseils d'Étienne, nous partons visiter une ancienne mine. Il nous a laissés aux mains de Florence et Bénédicte qui travaillent ici. Alors on se dirige au cœur du site et notamment vers le funiculaire où nous allons embarquer pour une descente à 126 mètres sous terre. Direction les entrailles de la terre angevine, un lieu de mémoire important alors que la dernière ardoisière de la région a fermé cette année, faute de rentabilité. Attention. Et c'est parti. Descendre dans la mine, c'est un peu remonter le temps. C'est ici qu'ont travaillé des centaines de mineurs entre 1916 et 1936. Pas de funiculaire à cette époque, mais des centaines de marches. Et une fois en bas, ils n'étaient pas encore au bout de leur peine. Les mineurs, après avoir descendu leurs 813 marches, entre 1 heure et 1 heure et demie de descente quand même, ils faisaient tout à pied. Il y a 4 km de galerie et tout se faisait à pied. Et oh, on s'en va au boulot. Florence s'en amuse aujourd'hui, mais pour les gueules noires du siècle dernier, le quotidien était bien moins réjouissant. Minuscules dans cette cathédrale de schiste, ils sont ici mis en scène pour le visiteur. Entre l'obscurité, le froid et l'humidité, les conditions étaient tellement difficiles que leur espérance de vie n'atteignait pas 50 ans. Alors à l'époque, on n'avait aucun moyen de sécurité, aucun moyen de protection pour travailler dans les chambres. Les gars n'avaient même pas de casque, c'était juste une casquette qui servait de casque. On n'avait pas de masque pour la poussière, et Dieu sait s'il y en avait. Et comme il y a 50% de silice dans cette roche, il y avait une très grave maladie, la fameuse schistose. C'est l'équivalent de la silicose dans les mines de charbon. Ces maladies pulmonaires étaient la plupart du temps mortelles. Alors pour trouver du cœur à l'ouvrage, les mineurs avaient un moyen bien à eux. Alors, la postillonne, c'était leur potion magique qui leur permettait de tenir le coup. Donc, les gars mélangeaient 3/4 d'eau de vie avec 1/4 de vin blanc ou de cidre, ils rajoutaient du sucre et du café. Et c'est ce qui leur permettait de tenir le coup au fond de la mine. Donc cette postillonne faisait quand même 60 degrés. Mais le travail ne s'arrêtait pas au fond de la mine. Pour obtenir les plaques d'ardoise, direction l'atelier du fendeur à la surface. Avec Florence, nous allons découvrir les gestes d'autrefois. Démonstration avec ce bloc. Armée de son maillet, elle fend la pierre dans la hauteur en 2 parties égales. Et répète l'opération jusqu'à obtenir 16 fines tranches de schiste. Ça, c'est pas encore une ardoise. Pour devenir une ardoise, il faut qu'on lui donne une dimension qui existe, mais surtout, il faut fabriquer autour ce petit chanfrein, ce petit biseau qui permet à l'eau de pluie de s'écouler. Et pour ça, elle utilise une machine d'époque, une rondisseuse. Voilà, et là, je la cale dans mes équerres pour lui donner une dimension. Et là, on obtient une très jolie ardoise. Et tout autour, la lame, elle fabrique ce petit chanfrein. On a une ardoise, le produit fini. Parce que c'est vrai que les gens font souvent l'amalgame, on parle d'ardoise quand on voit de la roche, c'est du schiste ardoisier. L'ardoise, c'est le produit fini, quand il est prêt à poser sur le toit. Aujourd'hui, elle est tendance dans nos cuisines. Mais à l'origine, dans les bistrots, on s'en servait aussi pour la comptabilité. Les gars à la mine étaient payés tous les 15 jours. Donc le 15 du mois, ils allaient dans le bureau du chef chercher leur première partie de salaire. Et comme ils s'empressaient d'aller tout dépenser au bistrot, et à la fin du mois, c'est les femmes qui venaient chercher le reste de la paye. Mais alors, charge à elles aussi de faire la tournée de tous les bistrots du coin pour aller effacer les ardoises qu'avaient laissées leur mari. D'où l'expression « laisser une ardoise ». Voilà, elles étaient bien braves, ces femmes, parce qu'aujourd'hui, ça ne le ferait pas. Les temps ont changé, mais Florence veille avec humour et bienveillance sur cette partie de l'histoire qui a sculpté le paysage de la région. C'est à la rosée du matin que nous retrouvons Guillaume, notre angevin proche de la nature. Aujourd'hui, il retrouve sa collègue. Salut Jennifer. Salut Guillaume. Comment ça va? Très bien, toi?
Avec eux, nous partons à la découverte du marais de Brin-sur-Lotion, un des poumons de la région qui recèle des espèces rares et protégées que nos deux compères inventorient tout au long de l'année. Et pour commencer, direction cette petite mare qui grouille de vie. En sautant à pieds joints, Guillaume tombe nez à nez avec un exemplaire unique. Ah bah merde. Pardon. Il y a une autre espèce protégée là. On l'a pas repérée celle-là? Ça c'est la germandrée des marais. Donc une petite espèce protégée au niveau régional. Une espèce qui est apparue sur le site grâce à l'intervention donc des travaux réalisés sur le site. Donc on a recréé des zones humides. Car le marais est en fait complètement artificiel. Il y a encore 10 ans, le lieu était recouvert de saules. Une forêt dense à la biodiversité pauvre, remplacée par l'homme par une roselière prospère qui abrite plus de 400 espèces, essentiellement de petite taille. La magnificence de la nature, elle ne s'observe pas forcément que dans les grosses choses, mais aussi ces petits éléments qui font partie de la biodiversité. Un peu plus loin, Guillaume vient d'ailleurs de repérer un des derniers papillons de la saison. Décidément. Hop, je l'ai. Donc on a un papillon là, une sauterelle ici. Avec Jennifer, il s'assure du nom exact de la petite bête. Bah écoute Jennifer, je crois qu'on arrive dessus là. Oui. Ça ressemblerait bien à ça. Ça ressemblerait bien à la mégère. Donc c'est une mégère. Ça nous fera une observation de plus. Voilà. La mégère ne sera pas apprivoisée cette fois, mais relâchée, indemne. Bon bah écoute Jennifer, je te dis à la prochaine. Mais le marais est une zone fragile qu'il faut entretenir au quotidien. Et cela se fait en collaboration avec des éleveurs bovins. Bonjour Thomas, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, bonjour. Cet agriculteur entretient les arbres et les haies. En échange, il a obtenu ce terrain gratuitement pour ses vaches. Bon bah du coup je propose qu'on aille les voir maintenant. Bien volontiers. Allez on y va. Il doit aussi respecter le repos de la parcelle en hiver et surtout, il pratique un pâturage extensif. 2 bœufs seulement profitent des 3,5 hectares de verdure. Ah ouais, c'est des belles bêtes quand même. Hein. Ils n'ont l'air de rien, mais ces 2 bœufs sont en plein débroussaillage. Par exemple, sur une parcelle comme celle-là, il y avait énormément de chardon au départ. Il y en a déjà petit à petit beaucoup moins et je pense qu'à terme, il n'y en aura plus. On retrouve des espaces agricoles tels qu'ils existaient depuis sans doute le Moyen-Âge. Donc voilà, on a refait ce que faisaient les anciens en fait, en essayant quand même d'avoir une approche moderne, notamment quand même que ce soit rentable. Faire de la production et de la biodiversité en même temps, c'est pas incompatible. L'échange est gagnant-gagnant pour l'amoureux de la nature et cet agriculteur soucieux de l'environnement, labellisé bio. Retour à Saumur, c'est ici que se trouve le restaurant de Michael, notre chef amoureux des bons produits. Ce midi, sa cuisine est en ébullition. Ça marche de couvert avec une gambasse à foie gras, une dorade à porc, une fraise à chocolat. Oui, chef. C'est une des meilleures tables de la région. Depuis 4 ans, il a gagné la précieuse étoile, une récompense qui couronne plusieurs années de travail et une véritable exigence. On fait tout ici, on fait tout, de A à Z, le pain, les minervides, enfin voilà, on achète tout brut et on réalise tout. Donc voilà, pour moi, je pense qu'un chef étoilé, ça veut dire ça, ça veut dire un chef qui est rigoureux dans son travail et voilà, qui fait plaisir et qui donne du plaisir aux gens. On envoie, s'il vous plaît. Michael est né à Angers et après avoir sillonné la France et l'Angleterre, il est revenu aux sources. Son plaisir, mettre en avant les produits frais et locaux. Voilà, ce matin j'ai ramené du marché des belles figues, on les a fait rôtir avec des épices douces, d'accord, au saumur champigny. Une fois le service terminé, Michael nous livre une recette traditionnelle qu'il a choisi de revisiter, la matelote d'anguille de la Loire, un plat typique. Et pour ça, il utilise évidemment de l'anguille locale pêchée dans le fleuve, un vin rouge de la région et les légumes de Didier, le maraîcher. On va commencer par tailler la garniture aromatique pour commencer à la suer, d'accord ? Des carottes, du céleri et de l'oignon qu'il tranche en fines lamelles avant de les faire revenir avec un bouquet de thym et de laurier. Nous allons mouiller mon vin rouge, donc du chez Domaine de Rocheville. Voilà. Cette marinade va servir à cuire les anguilles. En quelques minutes, elle arrive à ébullition. Une fois que le vin rouge est en ébullition, nous allons le flamber. Voilà. Dans les flammes, l'alcool s'évapore petit à petit.
Pendant ce temps-là, nous allons préparer les anguilles. On va les couper donc, en tronçons, 1 cm. Reste ensuite à plonger les morceaux dans l'alcool flambé. Hors du feu, le poisson va cuire doucement dans le vin encore chaud. Au bout de 8 minutes à peu près, on sort les anguilles. On va juste enlever la peau de l'anguille, que ça soit un peu plus présentable. Et on les replongera pour les réchauffer et juste finir la cuisson de l'anguille dans le jus. Michael passe le jus de cuisson au chinois. Il y ajoute du beurre pour en faire une sauce. Il est temps de passer à la garniture. Dans la matelote d'anguille traditionnelle, il y a des ingrédients incontournables, comme les champignons de Paris. Michael les coupe simplement en 2 et les fait brunir à la poêle. Mais il ajoute aussi sa touche personnelle à la recette. Moi, j'ai décidé d'ajouter quelques carottes fan de mon ami Didier. Voilà, des belles carottes. Pour en préserver les saveurs, il les gratte légèrement avant de les faire juste saisir à la poêle. Et avant de dresser, il a préparé un mélange de crème et d'olive mixé pour en extraire la mousse et une purée de pommes de terre mélangée à ces mêmes olives. Place maintenant à l'assiette finale. Au niveau du dressage, nous allons mettre un petit peu de purée d'olive. Par-dessus, il dépose l'anguille, les champignons et les carottes. Un peu de pain de mie grillé pour le croquant, un jus de carotte pour la couleur et la fameuse mousse d'olive. Et le tour est joué. C'est terminé. Voilà la matelote d'anguille revisitée par Michael. Une assiette colorée et graphique qui sublime le poisson d'eau douce angevin. À quelques kilomètres de Saumur, direction Fontevraud et son abbaye hors norme. C'est là que nous retrouvons notre amoureux des vieilles pierres, Étienne. Il rejoint Alix, conservatrice du monument. Bonjour Alix. Bonjour Étienne. Alors, nous visitons l'abbaye ? Oui, c'est parti. Allons-y. Elle va nous guider à travers les 14 hectares de cette gigantesque cité monastique. Fondée par Robert d'Abricel au début du XIIe siècle, le bâtiment accueillait 300 religieux, une véritable ville dans la ville. 4 monastères réunis et une infirmerie. Et les dépendances, les logements des domestiques, des officiers faisaient de Fontevraud certainement la plus grande abbaye de France. Pendant 7 siècles, les moines, hommes et femmes, ont vécu côte à côte, séparés par un simple mur. Une mixité étonnante pour l'époque, car son fondateur était en fait un précurseur du féminisme. Qui dirigeait alors ? Alors c'était une femme. L'ensemble. C'était une femme qui dirigeait aussi bien les hommes que les femmes. Alors ça, c'était révolutionnaire. Parce que pour Robert d'Arbrissel, l'abbesse était en quelque sorte une préfiguration de la Vierge Marie. Donc l'abbesse était la mère des moines en quelque sorte, qui avait pour mission de lui obéir, de servir l'ordre de Fontevraud. Au milieu de la cité, un bâtiment se distingue. Un édifice roman, octogonal, d'inspiration byzantine, avec une toiture en écailles de poisson et parsemé de cheminées. Il s'agit des cuisines de l'abbaye, et les religieuses l'utilisaient d'une façon un peu spéciale. On connaît beaucoup mieux le régime alimentaire des religieuses, et on sait qu'elles se nourrissaient de poissons de Loire, essentiellement du saumon. Donc il fallait fumer pour le conserver toute l'année. Effectivement, c'était plus économique que de le saler d'ailleurs. C'était donc un fumoir géant. Il faut imaginer des poissons accrochés au plafond et une épaisse fumée qui les imprégnait avant de s'échapper par l'une des 21 petites cheminées. Mais l'abbaye est aussi une nécropole. Au milieu de l'imposante abbatiale, 4 tombeaux trônent royalement. Alors, nous sommes ici en fait dans la nécropole des Plantagenets. Oui, exactement. L'église abbatiale de Fontevraud a accueilli les sépultures d'une grande partie de cette famille. On retrouve Aliénor d'Aquitaine et son époux, Henri II Plantagenet, leur fils, Richard Cœur de Lion, et la femme de Jean Santerre, Isabelle d'Angoulême. Et c'est un peu par hasard qu'ils ont été enterrés ici. Henri II Plantagenet est mort dans sa forteresse de Chinon, qui est à 25 km d'ici.
en plein été. Et comme on ne pouvait pas conserver sa dépouille très longtemps, eh bien, on a fait au plus proche. Et à partir de là, eh bien, ses enfants, sa femme, ses petits-enfants ont souhaité eux aussi être inhumés ici. Les corps de ces rois et reines d'antan ont disparu à la Révolution. Mais l'abbaye n'en reste pas moins un joyau du patrimoine angevin, symbole du rayonnement religieux de la région. Alors si vous aussi vous empruntez le cours de la Loire, profitez-en pour plonger au cœur de l'histoire. Au fil de l'eau, vous pourriez bien rencontrer des rois dormants et des marquis bien vivants, des animaux de tout poil, petites bêtes sauvages et majestueux destriers. Vous croiserez des hommes et des femmes fiers de la richesse de leur terroir. Autant de visages que de raisons de venir profiter de cette terre généreuse.